justement donc le rôle du grand témoin au sein de notre cursus de formation est celui d'être le fil rouge du cursus, d'accompagner le déroulement de notre cursus à la démarche de programmation urbaine. Et il s'agit de personnalités donc issues du monde académique, de l'univers de la maîtrise d'ouvrage, ou autrement de représentants des institutions, et leur regard sur la démarche de programmation nous intéresse particulièrement sous l'angle de leur investissement dans l'urbain, d'un point de vue à la fois scientifique, technique ou bien politique, justement. Et donc, c'est en ce sens que nous avons pensé ce webinaire de rentrée pour vous présenter le grand témoin du cursus 2023-2024 et avoir justement cet échange avec lui. Pour vous faire un petit aperçu de celles et ceux qui nous ont honorés de leur témoignage au cours des années passées. Vous voyez ici un peu les personnalités qui nous ont accompagnés. Donc, comme je vous ai dit, à la fois issus de l'univers de la recherche et de l'université. C'était le cas de Lise Macaire l'année dernière, qui est maître de conférence à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette, ou sinon de l'univers un peu institutionnel. C'était le cas de Bruno Bessis, il y a 2 ans, qui est conseiller au ministère de la cohésion des territoires. Ou sinon du monde de la maîtrise d'ouvrage. C'était le cas de Marie-Hélène Bory, directrice de concession publique de l'architecture à la mairie de Paris. Et, ainsi que, encore une fois aussi, du monde de la recherche, et c'était le cas donc de Brigitte Guigou au sein chargé d'émission au sein de l'Institut Paris Région, ou de la recherche encore, avec Gérard Pinault et Thierry Villemain, et encore avant, donc, de Bernard Roth, expert conseil en rue, Michael Fenker et Mina Nostrom dans le domaine, encore une fois, de la recherche, ainsi que Philippe Druon, ancien président du Conseil français des urbanistes. Donc, le grand témoin, donc le fil rouge de notre cursus de formation à la démarche de programmation urbaine. Et donc, après avoir vu les anciens grands témoins, les grands témoins des années avant 2023, on vous présente donc le grand témoin de cette année, et c'est donc Damien Alouche, maire d'Épinay-Sous-Nard, engagé dans le renouvellement urbain. Il apporte les témoignages d'un élu de terrain sur la transition des territoires et sur l'enjeu d'accompagnement des matrices d'ouvrage urbaines. Et pour nous, c'est un honneur. Nous le remercions d'être ici, d'ailleurs, de se prêter donc à cette interview pour ce webinaire de rentrée. Et c'est particulièrement intéressant parce que justement aussi son témoignage se situe après les témoignages du monde de la recherche qu'on a eu l'année dernière avec Elise Macaire et du monde des institutions qu'on a eu il y a 2 ans avec Bruno Bessis. Son témoignage, donc, en prise directe avec le changement de territoire, son témoignage politique au sens vraiment étymologique du terme, donc de la ville, investi dans la ville et dans son devenir. Et je laisse la parole à François, donc, qui va nous accompagner dans cette réflexion et dans l'interview avec Damien Alouche. Merci Mathéo. Je remercie 1000 fois Damien Alouche d'être présent aujourd'hui, puis d'avoir accepté de participer donc au titre de grand témoin, parce que ça c'est quelque chose d'extrêmement important autour de la question donc de cette pratique de la programmation, et c'est ça que je souhaiterais en petite introduction avant notre échange pouvoir évoquer. On pourra rebondir dessus après, bien sûr, mais c'est finalement en quoi on peut dire que la démarche de programmation urbaine est de nature politique. Et en ce sens, j'ai pour ma part, en tant que praticien, la conviction que cette démarche de projet est de nature profondément politique et qu'elle intéresse au premier chef, pas uniquement, mais au premier chef, la conduite de la décision auprès notamment donc, des élus en responsabilité sur les territoires. Et donc en 6 points, en quoi on peut effectivement dire que cette démarche de programmation est de nature politique.
Premier point, du coup, la démarche de programmation, d'abord, c'est une étape cruciale. Ça, je pense que tout le monde est effectivement au fait que c'est une étape importante, souvent considérée comme l'étape amont, dans la définition, mais aussi dans la mise en œuvre de l'opération urbaine. Ça veut dire qu'elle n'est pas qu'amont. Elle est amont, mais elle est aussi aval, en quelque sorte. Donc, pour nous, la démarche de programmation ici, elle est indissociable de la maîtrise d'ouvrage, urbaine. Elle est claire, elle détermine le rôle de la maîtrise d'ouvrage urbaine, ses responsabilités, ses intérêts d'une certaine manière de A à Z dans le processus de projet. Et là, les élus, notamment les élus, sont au centre de cette maîtrise d'ouvrage urbaine, ce qui n'est pas exclusif, bien sûr, puisque les citoyens aussi, évidemment, sont amenés à jouer un rôle important. Mais on pourrait dire que les citoyens, sans la présence des élus, eh bien, effectivement, le processus serait très lacunaire de ce point de vue-là. Deuxième point qui nous paraît pouvoir éclairer la dimension politique de la programmation urbaine, c'est que cette démarche, elle consiste à définir le contenu et les conditions d'une opération pour servir les enjeux du territoire et donner tout son sens finalement à l'opération urbaine, qualifier son utilité pour le territoire. La démarche là, de programmation urbaine, elle interroge les politiques publiques, les initiatives locales, les déjà là, elle va hybrider, elle va mettre en relation tout ça avec un enjeu localisé d'aménagement, tout ça renvoyant à des questions d'activité, d'usage notamment, afin de définir et de garantir tout au long du processus opérationnel, d'une certaine manière, la définition de la vocation d'une opération, son rôle en fait dans le territoire, le projet de vie, les enjeux d'usage qui vont être supportés par l'opération comme acte spatial et technique, et puis les programmes, donc on peut déduire dans les thèmes de l'habitat, de l'offre de services et d'équipements, des mobilités, du commerce et de l'ensemble du champ des activités économiques. Également, cette démarche de programmation, elle assure l'équilibre entre les objectifs et les ressources allouées à l'opération par la maîtrise d'ouvrage et ses partenaires. Et pour cela, elle est le lieu de réflexion sur l'opportunité, la faisabilité d'une opération, mais aussi le lieu de la conduite du processus de délibération et de décision qui va permettre effectivement d'aboutir et de donner tout son sens et toute maîtrise à cette opération urbaine engagée. Par ailleurs, la démarche de programmation urbaine, elle va combler une lacune dans l'urbanisme en favorisant, ce qui est malheureusement pas suffisamment le cas, une meilleure continuité entre les différentes échelles à la fois spatiales et les temporalités du projet. C'est comme un chaînon manquant en quelque sorte. C'est comme quelque chose qui est de l'ordre d'une chaîne de valeur, du territoire à l'ouvrage, où la programmation urbaine a une position assez en barycentre, d'une certaine manière, entre l'aménagement du territoire d'une part, la planification notamment, et l'aménagement plus opérationnel de l'espace, qu'il soit urbain ou architectural. Cette position-là, elle est évidemment cruciale. C'est le lieu de grands arbitrages, d'application des planifications, mais en même temps de faisabilité et de mise en situation du sur-mesure des opérations. En outre, la programmation urbaine contribue activement au développement local, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie sur le territoire. On peut dire que la démarche de programmation urbaine est, dans l'aménagement, un outil de développement local appliqué à l'opération, et notamment tout ce qui va toucher aux questions économiques et résidentielles, mais pas uniquement. Et donc, elle est l'occasion aussi de favoriser de la cohérence entre les usages et les espaces du cadre de vie, du cadre bâti. Mais voilà, la programmation, elle ne travaille pas que dans le terrain d'assiette de l'opération, mais elle va interroger finalement ce que l'on fait là, à un endroit donné, les choses de telle manière à ce qu'elles participent et qu'elles profitent au développement global, à l'épanouissement du territoire. Donc, elle s'inscrit, on insiste sur ce terme-là, véritablement l'opération comme un outil, voilà, un outil de développement, avec les questionnements évidemment qu'il s'agit d'avoir sur ce sujet du développement au regard des enjeux, notamment bien sûr écologiques qui sont devant nous. Enfin, en intégrant la responsabilité territoriale et une vision
holistique finalement des enjeux, globale. La démarche de programmation facilite, elle favorise, en tout cas elle joue un rôle important dans l'accompagnement de la transition vers un développement bien sûr plus durable et inclusif, en alignement, on va dire, des intérêts de la maîtrise d'ouvrage urbaine et de ses partenaires, c'est-à-dire en alignement avec les intérêts du territoire. Voilà, donc pour conclure, on peut effectivement considérer, et c'est comme ça qu'on l'aborde dans cette formation d'aptitude urbaine, la démarche de programmation comme une pratique éminemment stratégique de l'urbanisme opérationnel. Et enfin, une question qui semble majeure et en tout cas qui est une de nos préoccupations en tant que praticien, c'est qu'au regard finalement de sa situation, de là où elle s'applique, de là où elle travaille, la programmation n'est-elle pas finalement l'opportunité de prototyper à l'occasion finalement d'une opération urbaine bien, les conditions de ce que l'on pourrait appeler une démocratie localisée, une vraie opportunité de s'entraîner à l'acte de la démocratie, à l'acte collectif de la fabrication de notre cadre de vie et des enjeux de développement qui traversent ce cadre de vie pour les territoires. On met la barre haut, certes, mais on pense que voilà, c'est la programmation, la démarche de programmation, un espace, du temps de cerveau disponible, en tout cas pour envisager les choses ainsi et pas simplement de l'envisager seulement sous l'angle du programme, du tableur Excel, de la base de données et des quantités et des chiffres. Hein. Il y a bien quelque chose, un enjeu qualitatif qui est majeur. Voilà, donc je me suis permis cette petite entrée en matière pour effectivement poser quelques éléments de définition, de périmètre de cette démarche, dont on sait qu'elle peut faire l'objet de définitions, de représentations différentes selon les provenances professionnelles, notamment des différents acteurs. Et donc, en introduction également, eh bien, aux trois questions que l'on souhaitait, voilà, l'occasion d'échange avec donc Monsieur Damien Allouche, Monsieur le maire, et peut-être préciser que donc certes vous êtes maire donc d'Épinay-sur-Sénart, mais également vice-président de la communauté d'agglomération Val-d'Hier-Val-de-Seine, et secrétaire général de l'association des maires, villes et banlieues de France. Et donc, votre implication politique est globale, par conséquent, à différentes échelles et sur différents registres, même plus transversaux encore avec l'association des maires, villes et banlieues de France. Et donc, c'est à partir de cette première, on va dire, présentation que la première question porte sur votre parcours d'élu. Voilà, quel est votre parcours d'élu et où vous trouvez aujourd'hui en tant que maire. Je vous passe la parole. Bien, bonjour à toutes et tous. Merci, merci François. Alors, mon parcours d'élu. Moi, j'ai commencé, alors j'ai un parcours un peu particulier. J'ai commencé relativement tard. Mais mon premier engagement politique date de l'élection municipale de 2014 dans une petite commune de l'Essonne qui s'appelle Boussy-Saint-Antoine, qui est une ville qui est juste à côté, limitrophe de la ville d'Épinay-sous-Sénart. Et j'avais un ami qui était déjà maire à l'époque et qui m'a proposé de rentrer dans le conseil municipal, enfin de me présenter dans sa liste. On a été, lui a été réélu, moi j'ai été élu pour la première fois en 2014, adjoint en charge de la culture. Quelques mois après, il m'a proposé de me présenter aux élections départementales. Vous pourriez dire ce qu'on appelait avant les conseillers généraux, qu'on appelle maintenant les conseillers départementaux. Et j'ai du coup accepté, sans trop connaître d'ailleurs à l'époque les réelles compétences du conseil départemental. Mais je trouve ça assez rigolo de faire une campagne. Donc le conseiller départemental représente un canton au sein de l'institution départementale qui a pour principale compétence des compétences de nature sociale. Et à cela, vous pouvez rajouter la question notamment des collèges. Donc ça, je l'ai découvert après. Mais avant de me présenter, quand il m'a proposé, je n'étais pas très au clair pour moi. Et dans le même temps, à cette époque, je travaillais dans l'hôtellerie
au Georges V où j'étais bagagiste. Donc, je n'avais pas de formation particulière, ni de près ni de loin. J'ai eu un bac+2 qui commençait déjà à dater en communication et en médiation culturelle. Et puis après, j'ai fait plein de choses, mais tout sauf de la politique, même si évidemment la chose publique m'intéressait, mais de très loin. Mais en tout cas, je m'intéressais à ce qui se passait en France d'un point de vue politique. Bref. Et donc, je suis devenu conseiller départemental parce que j'ai gagné les élections. Donc, le canton d'Épinay-sous-Sénard, c'est 9 communes. Et puis, bah, évidemment, je me suis pris au jeu. Et dans ce canton se situe la ville d'Épinay-sous-Sénard, ville dans laquelle j'ai eu le plaisir d'être lycéen. Et je dis toujours que j'ai découvert la vie arrivé au lycée, à Épinay-sous-Sénard, dans un lycée public, un petit lycée de 500 élèves, et où j'ai vraiment découvert la vie, les questions de mixité, les problématiques sociales. Bref, je me suis vraiment réveillé à la vie là-bas. Et je m'étais toujours dit un jour, voilà, si je devais avoir des responsabilités, bah, ce serait à Épinay-sous-Sénard. Et donc, en tant que conseiller départemental, j'avais toute ma légitimité pour travailler sur Épinay. Et puis, en 2000, à partir des années 2018, donc moi, j'ai démissionné en 2018 de mon mandat à Boussy pour venir m'installer à Épinay-sous-Sénard, toujours conseiller départemental. Et puis, j'ai constitué une équipe. On s'est présenté aux élections municipales. Premier tour en mars 2020. Deuxième tour en juin 2020, parce qu'entre les deux, il s'est passé un petit épisode dont tout le monde se souvient très bien de confinement et de propagation du Covid-19. Et donc, en 2020, je deviens maire d'Épinay sous Sénart. Et la première réunion que j'ai eu à faire, c'était une réunion sur le nouveau programme de rénovation urbaine. Donc, le programme de rénovation urbaine, c'est un programme urbain très ambitieux qui allie aménagement et logement, auquel je ne connaissais strictement rien. J'étais évidemment intéressé à la question s'agissant de la campagne, mais enfin, le fond de la chose, je ne le maîtrisais pas. Et donc, ma première réunion, qui a duré 3 heures, c'était ma première réunion de mandat en tant que maire, et je n'ai strictement rien compris à ce que me racontaient les gens qui étaient autour de la table. Alors déjà, premièrement, j'avais du mal à savoir qui était autour de la table. Il y avait des bailleurs, il y avait l'agglomération, puis il y avait d'autres personnes. Et donc, à la fin de la réunion, au bout de 3 heures, je dis, bon, écoutez, on va refaire cette réunion, exactement la même, avec les mêmes termes. Et puis, avec l'équipe, on a mis le nez dans le dossier, et puis, on a commencé à faire des arbitrages s'agissant du programme de rénovation urbaine. Alors, il était quand même sacrément avancé. Il était à l'arrêt quand on est arrivé parce qu'il y avait des problématiques d'entente entre la mairie, la préfecture, l'agglomération. Bon, bref, ça n'avançait plus. Et donc, notre responsabilité, c'était de pas de passer à côté du train de la rénovation urbaine. Donc, il fallait absolument accélérer. Et on avait un comité d'engagement. Comité d'engagement pour la rénovation urbaine, c'est un moment important qui détermine si oui ou non l'Agence nationale de rénovation urbaine, l'ANRU, finance ou pas le projet. Ce n'est pas une paille parce qu'on est sur un budget entre 150 et 180 millions d'euros, donc c'est quand même assez conséquent, donc il ne faut pas se louper sur ce coup-là. Mais on était vraiment une forme qui mélangeait et la naïveté et j'allais dire une forme d'incompétence, mais qui n'était pas une incompétence crasse, qui était une incompétence du fait que déjà, ce n'était pas notre projet, ce n'est pas nous qui l'avions pensé, donc il a fallu l'habiter, il a fallu le penser, et puis il a fallu le défendre. Donc au mois de décembre 2020, il a fallu défendre dans un comité d'engagement. Un comité d'engagement, il faut avoir en tête qu'il y a la terre entière autour de la table, là pour le coup autour de l'écran, parce que on était encore, on n'était pas très loin, on sortait pas très loin de la deuxième phase du Covid. Donc j'avais un écran géant, gigantissime devant moi, avec plein de gens à l'intérieur. Encore une fois, je ne savais pas qui ils étaient. Mais il fallait que je les convainque que le projet d'Épinay-sous-Sénard valait d'être soutenu. Donc voilà ma première expérience, j'allais dire, en termes d'urbanisme. Et évidemment, je faisais de la prose sans le savoir, c'est-à-dire que on prenait des décisions. Alors je les prenais en lien avec l'équipe municipale. On prenait des décisions, mais on ne percevait pas forcément toute la finesse de ce qu'on avait à y faire. Et c'est assez déroutant parce que, pour tout à fait être honnête avec vous, avant d'être maire, les questions urbaines m'intéressaient très peu, voire pas du tout. Je l'assume parfaitement parce qu'en fait, dès le lendemain
des élections, non seulement ça a commencé à m'intéresser, mais en plus ça a commencé à me passionner. Puisqu'en fait, j'ai compris à ce moment-là que la question urbaine était le cœur névralgique de la ville. Bon, peut-être pour certaines et certains d'entre vous, ça paraît absolument normal, mais pour un bagagiste, c'est moins le cas. Donc, c'était central. C'est devenu central. C'est devenu une forme de passion, à tel point que j'ai été amené à me former. Et donc, j'ai été faire un Master 2, un MOPU à l'école d'urbanisme de Paris en 2022. Donc, je suis retourné à l'école. D'abord parce que j'avais besoin de comprendre certaines choses en face de promoteurs, en face de bailleurs, en face d'urbanistes, de programmistes, de l'administration. J'avais besoin de comprendre les tenants et les aboutissants. Donc, j'avais besoin de me former, j'avais besoin de muscler un petit peu mon jeu sur la question urbaine. Et puis, ça tombait bien parce que ça me plaisait, ça me plaît toujours autant. Sachant que dans le même temps, on a dû lancer une révision du PLU. Et donc là encore, il a fallu mettre les mains dans le cambouis. Et que ce n'est pas une affaire neutre, le PLU, surtout quand il y a des objectifs à atteindre et qu'on n'est pas complètement d'accord avec les objectifs inscrits dans le schéma régional d'Île-de-France, le SDRIF. Et donc, il faut apporter des éléments concrets auprès de la direction départementale des territoires, la DDT, donc les représentants de l'État au sein du département. Et donc, il a fallu se battre et recomprendre encore les choses, re-questionner le projet, re-questionner le sujet et penser la ville. D'abord dans le plan d'aménagement développement durable, donc PADD, d'abord dans celui-là, et puis après dans l'écriture même du PLU, et donc amener la population avec nous à penser la question urbaine. Donc voilà, j'ai fait un petit peu un tour très large d'horizon. François, je vois que j'ai déjà plus ou moins attaqué déjà la deuxième question. Mais dans le parcours d'élu, c'était d'abord savoir d'où je venais en tant que citoyen engagé. Et dans mon parcours d'élu, savoir où j'en suis dans la réflexion urbaine. Merci et pas de souci, puisque de toute façon, c'est des questions plus pour enclencher effectivement l'échange. Mais vous avez évoqué effectivement l'urbanisme comme une question centrale, est devenue centrale selon vous, et notamment qui est centrale, j'imagine, du coup, pour le rôle de l'élu et le rôle du maire principalement. Vous avez du coup eu d'emblée l'expérience sur les questions de renouvellement urbain et les questions de planification. Finalement, à travers ces quelques années, incluant aussi la formation, qu'est-ce que vous avez principalement appris finalement, puisque vous aviez une certaine fraîcheur à accueillir finalement ces contextes, ces jeux d'acteurs, et vous les découvriez. Donc, du coup, qu'est-ce qui vous semble avoir principalement appris finalement dans ces quelques années d'expérience sur le terrain et vraiment en confrontation directe? Alors, j'ai clairement tout appris, hein. C'est-à-dire que vraiment, je partais de zéro. J'avais quand même un petit avantage. C'est pas un avantage, d'ailleurs, il se révèle que c'est un avantage aujourd'hui, mais c'est dans mon ADN, c'est de ne pas hésiter à aller voir les habitantes et les habitants pour leur poser frontalement les questions, pour être au plus proche d'eux, au plus proche d'eux, c'est-à-dire d'aller directement là, sur le programme de rénovation urbaine, par exemple, quand on est allé annoncer aux habitants que le plan allait partir, enfin que c'était parti, c'était en 2021. Donc, assez simple de dire à l'échelle de la ville la promesse de la rénovation urbaine. Ça, c'est assez simple parce qu'on amène une nouvelle attractivité, une nouvelle dynamique. Aller dire aux habitants qui sont concernés par la réhabilitation qu'ils vont vivre dans quelque chose de mieux et qu'ils vont vivre une amélioration de leur quotidien, ça, c'est assez facile à faire. En revanche, aller expliquer aux 285 familles que il va falloir sortir, partir, déménager parce qu'on va démolir leur tour ou leurs habitations pour permettre une amélioration de la ville dans les années à venir, ça, c'est un peu plus complexe. Alors, pour répondre à votre question, ça, c'était ce que j'avais déjà, c'est-à-dire d'aller voir les gens et de prendre frontalement les problématiques et d'aller prendre des coups quand il fallait les prendre, et puis les éviter, et puis les absorber, et puis en faire une force à la fin. Enfin, une forme de judo comme ça, de judo démocratique. Donc ça, je l'avais, voilà, de manière assez naturelle. En revanche, la question de la temporalité, ça, c'est quelque chose qui était primordial
et que même si on vous le raconte, il faut avoir cette vision pour bien savoir et bien sentir le moment où les choses vont se passer. Donc la question de la temporalité. La question des jeux d'acteurs, ça c'est déterminant pour savoir qui il faut aller voir, contre qui il faut se fâcher parfois, qui sont les alliés, à quel moment ils le sont. Ça c'est aussi déterminant parce que les alliés ne sont pas toujours les mêmes au même moment. Ceux avec qui il faut se fâcher, parce que des fois il faut se fâcher, il ne faut pas se tromper quand on se fâche, il faut se fâcher au bon moment avec les bonnes personnes. Il faut savoir les mettre autour de la table et puis adopter une forme de vocabulaire aussi, adapté, pour avoir une forme de légitimité à leurs yeux. Au début, c'est rigolo d'avoir un maire dont on voit bien qu'il ne comprend pas tout ce qui se passe, c'est sympa, mais il vient d'avoir la légitimité. Donc ça va, la légitimité de l'élection, ça nous donne un petit peu de crédit pendant quelques semaines, quelques mois. Bon, enfin, tout ça est très fragile. Et derrière, il faut passer à la phase supérieure et donc être crédible. Et donc montrer en face, que ce soit à l'État, aux bailleurs, à l'ANRU, enfin, les financeurs qui sont en face de vous, que non seulement vous avez une vision, et c'est ce qui m'a permis la formation et ce qui m'a permis ces 3 années, d'avoir d'abord la vision, ça c'est essentiel et déterminant, et une fois que vous avez la vision, d'avoir la capacité de la décliner et de la comprendre d'un point de vue opérationnel. Enfin, quelque chose de très simple, c'est-à-dire quand on vous explique qu'on met un chantier en place dans le cadre de la réhabilitation, par exemple, et que ce chantier vient impacter la vie quotidienne des habitants, on le sait parce qu'on est des usagers de ces voies-là, donc on sait que le chantier va poser problème d'un point de vue quotidien, donc ça, tous les maires peuvent le faire, entre guillemets. En revanche, se poser la question sur le fonctionnement et de savoir ce qu'on va faire, des matériaux, quels matériaux sont utilisés, comment ils vont réaménager la place à l'intérieur, à quoi elle va servir, à quoi ça sert, en quoi c'est utile, pas en quoi c'est beau, mais en quoi c'est utile. Quand on déplace des poubelles, sujet qui m'a pris entre 6 et enfin, on y est encore, donc ça va faire presque un an. On sort dans les réhabilitations, on sort les poubelles qui sont à l'intérieur des immeubles. Bon, il faut les mettre quelque part, ces poubelles. Donc, il faut les mettre sur la voie publique. Les bailleurs, par exemple, vont nous expliquer qu'il faut les mettre en colonne enterrée. Moi, je ne suis pas d'accord. Je vous expliquerai pourquoi je ne suis pas d'accord, mais je ne suis pas d'accord. Et je ne dis pas juste je ne suis pas d'accord. Je décline une pensée. Je décline la fonction de l'espace public, des habitudes que les habitants ont, des erreurs du passé, dans le cadre du premier en rue qui avait eu lieu sur Épinay-sous-Sénard. Pourquoi il ne faut pas avoir de colonne enterrée? Pourquoi il faut d'abord tester? Pourquoi l'aménagement doit aussi être, même si c'est figé dans de la pierre, pourquoi il doit être, parfois, quand on peut le faire, créé sous forme de test pour pouvoir tester les choses, pour pas qu'elles soient gravées dans le marbre et qu'une fois que c'est fait, c'est terminé, parce que les usages changent, parce que le quartier change et que l'endroit où vous allez faire quelque chose, vous avez 1000 choix de mettre une voie ici ou une poubelle là, demain, ça peut devenir un problème, comme demain, ça peut devenir une opportunité. Et donc, penser ces choses-là, ça m'a aidé à penser la ville, ça m'a aidé à penser l'organisation de la ville, ça m'a aidé à penser le rapport avec les parties prenantes, avec les acteurs. Ça m'a permis de penser aussi la question financière, qui n'est pas neutre. Bref, ça m'a appris à structurer, à forger, à créer ma pensée, la forger et la structurer. Vous avez commencé à évoquer le rôle que joue l'élu et au travers de votre parcours, de votre progression. Mais c'est une question que moi, je me pose assez souvent dans la pratique. Hein. Un maire en urbanisme, enfin dans l'urbanisme opérationnel principalement, restons-en plutôt, notamment par exemple la question du renouvellement urbain ou l'aménagement opérationnel en général. Finalement, c'est quoi sa position? C'est un chef, un animateur, un médiateur, les trois. Autre chose que je n'ai pas évoqué? Alors, d'abord, il a la légitimité démocratique. Donc, ça le pose tout de suite, et quelle que soit la ville, comme étant celui qui va assumer les choix qui vont être faits. Et comme il va assumer les choix qui vont être faits, et bon, il va évidemment l'assumer au quotidien, mais il va l'assumer à l'occasion, normalement, d'une échéance électorale quelques années après. Donc, ça, c'est normal, c'est la démocratie de notre pays qui est organisée comme ça. Mais il va il va devoir rendre des comptes. Et donc, comme il doit rendre des comptes, il va se positionner dans le rôle de patron. Alors, il ne va pas être le patron du bailleur. Je ne suis pas le patron du bailleur. Mais dans sa posture, le bailleur doit sentir qu'en face, il a quelqu'un qui tient ses engagements, qui tient sa ville déjà, c'est essentiel, mais qui tient ses engagements, mais même vis-à-vis du bailleur.
Parce que le bailleur, par exemple, pour prendre l'exemple du bailleur, a le droit d'exiger des choses du maire. Parce que tel aménagement ne permet pas de ramasser correctement les poubelles. Excusez-moi, je suis encore sur mes histoires de poubelles, mais c'est quand même l'exemple de la quotidienneté la plus absolue. Donc, il a le droit de demander des comptes au maire. Parce qu'à un moment donné, ça marche pas. Ou des problèmes de tranquillité aux abords de tel ou tel bâtiment. Bref. Mais dans le rapport qu'il doit y avoir avec les parties prenantes, le maire a la légitimité du peuple pour parler. Et quand moi j'ouvre la bouche, quand je suis maire, évidemment, vous avez Damien Alouche qui va parler, vous avez Damien qui parle, qui s'exprime. Mais au-delà de l'expression de Damien, c'est les 12 360 habitants de la ville d'Épinay-sous-Sénart que je représente. Et donc, ça amène une responsabilité. Et donc, il va falloir qu'il anime. Alors, il ne peut pas animer au quotidien. C'est évidemment physiquement impossible. D'abord parce qu'il y a des comités de technique dans lesquels il ne vient pas. Il y a plein d'endroits où le maire ne vient pas parce que sinon il n'a pas le temps de le faire, tout simplement, une question de temporalité. Et puis, ce n'est pas sa place. Il faut aussi qu'il laisse aussi les techniciens travailler. Il faut que ça respire. Parce que si vous avez le maire en permanence sur le dos, au final, personne ne respire. Après, il ne faut pas que le maire soit trop absent, parce que si le maire est trop absent, évidemment, les techniciens, tout le monde doit prendre la place. Voilà, la nature a horreur du vide, donc évidemment, tout le monde doit prendre une place. Donc le maire doit prendre une autre place. S'il n'apprend pas dans la question d'animation de manière systématique, il faut qu'il sente que soit il a un représentant, donc un directeur ou une directrice de cabinet qui est présent sur ces rencontres-là, ou une administration, un DI qui partage complètement et qui a complètement capté la vision du maire, auquel cas tout ça est protégé. Et donc, au début, par exemple, à Épinay, ce n'était pas forcément le cas. Et donc, les techniciens se voyaient et ils venaient nous montrer avant un copil, parfois même 12 heures avant le copil, ce qu'elle allait être présenté le lendemain au copil, alors que le maire n'avait rien, l'équipe n'avait absolument rien décidé. Et ça a duré comme ça pendant un paquet de temps, hein. Ça a duré comme ça pendant un an et demi. Hein. Jusqu'au moment où on dit stop, on arrête. Au début, moi je trouvais ça normal, entre guillemets. Je trouve ça un peu bizarre, mais bon, je me dis bon, de toute façon, il faut que j'apprenne, donc je ne vais pas donner un avis sur quelque chose que je ne comprends pas. Puis quand la compréhension est arrivée, de réguler cette histoire-là, réguler les rythmes des rencontres, les animer, et puis ensuite assumer. Et dans le fait d'assumer, il y a la question de la prise de décision. Et donc, à la fin de décider dans quelle voie on va, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête, et ça va dépendre de la manière dont les villes sont organisées. La compétence de la question du renouvellement urbain, aujourd'hui, elle échoue à la communauté d'agglomération. En tout cas, du Valire-Val-de-Seine, c'est comme ça que c'est organisé, et c'est comme ça aussi au Grand Paris Sud, c'est comme ça à peu près partout. Donc, en vrai, le vrai chef institutionnel de l'affaire, c'est le président ou la présidente de l'agglomération. Sauf que dans les faits, on n'imagine pas un président d'agglomération décider pour une ville. Voilà, parce que l'échelon municipal, même si on lui a enlevé quelques-unes de ses compétences, parfois c'est bien, parfois c'est moins bien, mais parfois c'est quand même bien d'avoir une vision de territoire. Là, pour le coup, ce n'est pas le cas. C'est vraiment le maire, en tout cas dans le Val-d'Ire-Val-de-Seine, c'est comme ça que ça se passe, c'est vraiment le maire qui a la main, qui est présent, et une vice-présidente qui est là. Enfin, globalement, c'est le maire qui décide. Même si d'un point de vue institutionnel, celui qui paye, ou paye en partie, et en tout cas la compétence, revient au président du conseil de la communauté d'agglomération. Merci Damien, je vois que le temps tourne et c'est passionnant parce que effectivement vous éclairez des questions centrales posant la question du rôle en tout cas et des responsabilités de l'élu, du maire et dans un environnement complexe de fabrication de la ville et du territoire. Et je pense que on aura l'occasion, bien sûr, de continuer cet échange à travers le cursus avec votre rôle là de grand témoin, autre rôle complémentaire. Peut-être, est-ce que vous avez justement autour de ce rôle pour des attentes particulières au-delà de ce qu'on a pu dire en introduction? Alors, moi, je le vois comme très égoïstement, hein, comme une opportunité pour avoir de la nourriture intellectuelle supplémentaire. Et si dans celles et ceux qui participent du cursus, de venir échanger. Alors, je ne sais pas s'il y aura des élus et s'il y a des techniciens, mais pour les techniciens de comprendre la place de l'élu, peut-être un peu plus ou différemment. S'il y a des élus qui sont dans la même réflexion que moi, de pouvoir échanger et d'échanger justement sur les difficultés qu'on rencontre. Parce qu'évidemment, on rencontre que les difficultés, hein, sinon c'est pas drôle. Et de pouvoir éclairer les unes et les autres sur les problématiques, j'allais dire, du quotidien, et puis sur les problématiques de vision partagées, parce qu'il y a un autre élément qui est extrêmement important, c'est la question de la gestion de la temporalité. Et nous n'avons pas tous la même temporalité.
Les habitants ont leur temporalité, celle de la journée. Celle de l'élu, c'est celle de la journée, mais c'est aussi celle du mandat. L'ANRU a une autre temporalité, c'est celle de l'échéance de 2026 aujourd'hui. L'État a enfin bref, tout le monde a sa temporalité et il faut arriver à jouer avec tout ça. Mais à la fin des fins, et ça j'insiste là-dessus, le plus important, ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est l'intérêt et la manière de vivre des habitants. Et c'est là où le plus important, c'est de garder toujours ça en tête. C'est Philippe Rio, le maire de Grigny, qui dit ça. On a les pieds dans la merde et la tête dans les étoiles. Et en fait, il faut toujours garder, en tout cas pour les élus, mais ça vaut aussi pour les professionnels, garder en tête cette quotidienneté-là des habitantes et des habitants des quartiers, des villes, parce que c'est pour ça qu'on est là. En tout cas, ça c'est mon point de vue. On est là pour eux. On ne décide pas à leur place, on décide pour leur place, parce qu'en fait, c'est comme ça, et j'y tiens sur la question de la démocratie représentative, on pourra en échanger à l'occasion. Non pas que je ne me nourrisse pas des avis et qu'on n'essaie pas de trouver des endroits de démocratie implicative, plus que participative d'ailleurs. Je tiens aussi à cette différence entre l'implication citoyenne et la participation citoyenne. On est sur deux axes différents. Mais toujours garder en tête l'intérêt de comment ça va vivre pour les habitants quand ils vont marcher, quand ils vont se déplacer, et que c'est à ça qu'il faut penser d'abord. Voilà. Merci Damien Alouche, c'était passionnant, trop court, mais encore une fois, à travers l'année, là, on aura des occasions de continuer ces échanges. Peut-être, Mathéo, si dans les participants, certaines et certains veulent poser des questions, ils peuvent le faire par Absolument. en réponse QR, là, c'est ça En cliquant sur Q et R, questions-réponses, c'est l'outil du webinaire Alors, pour porter vos questions, pour poser vos questions, qu'on va justement poser à Damien alors, Alouche. il y a Sébastien Simonet, effectivement, qui interviendra dans les séances et qui, effectivement, dit qu'il a hâte d'échanger avec vous lors du module sur les mobilités, justement, à l'occasion de la formation. Donc, est-ce que Damien, vous avez encore 5 minutes ou pas par rapport au timing, là, parce que je crois que vous avez une réunion qui va s'enchaîner. Oui, qui a déjà en vrai commencé, mais je vois S'il y qu'il a y a des une question sur questions. la différence entre l'implication et la participation. Voilà, voilà. J'enchaîne dessus. Alors, on pourrait dire que c'est de la sémantique, mais pas tant que ça. Donc, moi, ce que j'entends quand on parle participation, c'est qu'on soit clair. Les élus ont un mandat. Et c'est de la démocratie représentative. C'est comme ça que c'est écrit, c'est comme ça que c'est fait. Si demain on fait autre chose, ce sera autre chose. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça. Et donc, il ne faudrait pas que les élus se déchargent de leurs responsabilités en disant dès qu'on va prendre une décision, d'abord, on va demander aux habitants systématiquement. Alors, je caricature, hein, mais parfois ça peut arriver jusqu'à là. Non, en fait. Non, parce qu'on est là, on a les responsabilités, et je vous le disais après, après on paye. Soit on a fait les bons choix, soit on a fait les mauvais choix. Et après, c'est les électeurs qui choisissent. Bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur l'implication, on est plus sur la question d'essayer de comprendre comment les choses fonctionnent. D'où on vient. Pourquoi est-ce que cette proposition a été amenée? Pourquoi est-ce qu'on va dans cette direction? Pourquoi on a cette obligation? Pourquoi... Donc, dans l'application, il y a la question du questionnement, de l'apprentissage, de la découverte. Et inévitablement, ça va amener à des échanges. Et ces échanges, inévitablement, vont venir éclairer l'élu de manière encore différente. Donc ça, c'est la différence. La participation, il y a plutôt une partie d'action. Mais cette partie d'action, je vous le disais, peut décharger l'élu en forme de responsabilité en disant, écoutez, on va faire une votation, ou on va faire un mini-référendum, ou alors on va créer un conseil particulier pour... Mais alors, le conseil, d'ailleurs, vous allez le nommer d'ailleurs. Ou c'est les gens qui vont dire, moi je veux en être. Mais sauf qu'ils représentent qui, en vrai, ces gens-là? Alors, il faut les écouter. Mais bien souvent, le danger, en tout cas, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire parce que je le fais par ailleurs, mais le danger, c'est une petite partie de la population va capter l'attention des élus, alors même que ils représentent finalement qu'eux-mêmes, ou des intérêts individuels. Et c'est très compliqué d'avoir la vision de l'intérêt général. Et donc, par le biais de la question de l'implication, là, de fait, on s'oublie. On oublie son pas de porte, on oublie ses propres peurs, angoisses de tel ou tel changement, et on pense à l'échelle de la ville, et à l'échelle de la ville, et la temporalité d'ailleurs de la vie de la ville. Donc, c'est la différence que je ferais entre participation et implication. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais j'aimerais préciser s'il le faut. Bien sûr. D'ailleurs, il y a une séance qui est dédiée à ça avec Jodel Zetlaoui, justement.
Voilà, je pense que la réponse a été, a été claire. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi le public? Bon, n'hésitez pas, mais au pire, de toute façon, on pourrait les transférer, les transmettre Oui, n'hésitez pas. en différé, hein. Voilà. Euh, ben, Damien, merci beaucoup. Merci à vous. Euh, Merci beaucoup. et on va vous libérer. Nous, on va effectivement introduire enfin, le contenu de la formation très rapidement en 3 minutes, mais on vous libère maintenant parce que je sais que vous Ça êtes déjà en marche. retard à votre réunion. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Et beaucoup Au revoir à et toutes et au tous. revoir au Merci 28 Mathieu, merci septembre. beaucoup. au 28. À Au Au bientôt. 28. revoir. À dans Au 2 semaines. revoir pour la rentrée. Merci. Bien, Mathéo, je te laisse Oui, donc merci encore à Damien Alouche pour cet échange. Merci François pour l'avoir si bien conduit. C'était une vraie entrée en matière pour notre cursus. Et donc en quelques minutes, je vais vous le présenter, notre organisme de formation. Aptitudes urbaines. Aptitudes urbaines existe donc depuis 2010, est un organisme de formation dédié à la démarche de programmation urbaine, à sa pratique justement comme démarche de projet euh, au service de l'élaboration et de la mise en œuvre des opérations d'aménagement tournées vers donc les maîtrises d'ouvrage et les territoires. Euh, avec un positionnement pédagogique clair, améliorer collectivement la pratique du projet urbain en s'adressant à des professionnels par des professionnels, à partir de méthodes, d'outils et de mise en situation concrète, des mises en situation concrètes pour parler d'une démarche et de sa mise en pratique, justement. Donc, la formation s'adresse à tous les professionnels de l'urbain et de l'aménagement au sens large. Donc, que vous vous situiez du côté de la maîtrise d'ouvrage public, de l'ingénierie publique au sens large, en tant que collectivité, aménageur, en tant qu'appui à ces collectivités dans les territoires, comme conseil aux collectivités, je pense notamment à CAUE et aux agences d'urbanisme qui nous suivent chaque année, ou que vous vous situiez aussi dans le champ de l'ingénierie privée. C'est l'autre grande partie de notre public, à savoir dans le champ de l'accompagnement et du conseil, mais aussi de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre. Donc, en écho à ce public, les contenus de la formation sont portés par une équipe pédagogique composée de professionnels et du bureau d'études praticiens de l'AMO et de la programmation urbaine qui vont venir alimenter, éclairer les contenus de la formation à la fois par des études de cas et des cas pratiques concrets. Donc, vraiment des professionnels investis sur le terrain et dans la pratique, ce qui fait le propre justement de la formation continue que nous portons. Ce qui fait le credo pédagogique de notre équipe de formateurs, qui est donc entièrement mobilisée donc, sur ce pédagogie, sur cette formation continue et interprofessionnelle. Concrètement, notre cursus de formation continue à démarche de programmation urbaine et se déroule de fin septembre à fin juin. Ça représente en moyenne un jour de formation par mois. Nous aurons la rentrée donc dans une semaine. Il y a la possibilité aussi de demeurer un petit peu en cours de route, on va dire à partir aussi des deuxième ou troisième modules. Et donc, il peut être suivi donc, en cursus complet de fin septembre à fin juin ou à la carte. Il est proposé notre cursus en format mixte, alternant des séquences en présentiel, en ouverture, un mi-parcours et un fin de cursus et des modules à distance. En moyenne, donc, sur 11 modules, nous avons donc 3 grands rendez-vous en présentiel, comme on dit, et 8 rendez-vous en distanciel. Tout cela pour faciliter le suivi et proposer des différents formats pédagogiques à un public, donc des professionnels qui vient de toute la France. L'armature pédagogique du cursus donc, est construite autour de 2 grandes séquences. Une première séquence sur les acteurs
et l'organisation de la démarche. On va parler de cadres, des grandes lignes structurantes transversales qui sont la question du montage, la stratégie environnementale, l'articulation du dialogue entre conception et programmation, les modalités de pilotage et d'organisation des acteurs et des ingénieries. Et puis, après le rendez-vous en présentiel sur les stratégies de vocation, à partir du mois de mars, on a une séquence thématique où on rentre dans des approches thématiques donc, qui vont décliner, faire des focus plus spécifiques sur les outils, sur les approches dans les grandes composantes urbaines qui sont l'habitat, les équipements, les services, les commerces et les mobilités, mais aussi les espaces publics. On propose également dans le cadre du cursus complet l'accès à un podcast Alumni qui est réalisé avec des anciens participants au cursus complet, des participants qui ont également passé la certification et qui viennent en tant que professionnels formés aux méthodes de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, programmation urbaine, qui viennent partager un épisode, un cas pratique, une expérience professionnelle qui est réinterrogée au regard de l'apport d'une démarche de programmation urbaine. Vous trouverez tous ces éléments sur notre site internet. N'hésitez pas à aller le consulter. La formation aptitude urbaine, je l'ai très rapidement dit, est aussi une certification, car le cursus complet est un cursus complet certifiant qui permet d'accéder à la certification qui est accessible en tant que cursus et qui s'appelle Conduire la démarche de programmation urbaine. C'est une certification mise en place depuis 2018 qui est fondée sur la base d'un référentiel de compétences rédigé et partagé avec l'équipe pédagogique et un comité scientifique composé de professionnels extérieurs de la MO et de la programmation. Elle est délivrée à l'issue d'une soutenance devant un jury composé de représentants institutionnels de la programmation et donc depuis le 1er juillet 2022, est une certification qui a été enregistrée au répertoire spécifique des certifications professionnelles de franco-compétences, ce qui reconnaît sa pertinence, son utilité et sa qualité en termes des compétences et des pratiques professionnelles dans le champ de l'urbanisme et de l'aménagement. Pour terminer, donc, vu qu'on est vraiment, on a vraiment déjà dépassé les délais qu'on s'était imposés, on peut conclure donc sur le financement de la formation. Si vous êtes intéressé et que vous souhaitez vous former, les inscriptions sont ouvertes pour le cursus qui démarre le 28 septembre 2023, mais qui peut aussi avoir un démarrage ultérieur selon les différents cas. Et je vous invite à nous contacter. Si vous avez des questions sur les modalités de financement de la formation, n'hésitez pas à revenir vers nous. En gros, il y a trois grandes possibilités. Donc, c'est via votre entreprise ou l'OPCO de votre entreprise dans le cadre des plans de développement de compétences, via Pôle emploi et certains dispositifs si vous êtes en transition professionnelle des mentors d'emploi et via votre compte personnel de formation par le biais justement de cet enregistrement de la certification. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question. Là, vous avez nos coordonnées. Merci. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout. Ouais. C'était, voilà, très intense et très intéressant. On espère que cela vous a intéressé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours aussi par mail. Nous aurons le plaisir donc d'être accompagnés par Damien Alouche qui est invité à chaque séance de notre cursus. Et donc, au cas où vous auriez des questions qu'on pourrait lui poser en différé, nous en serons ravis. Alors, il y a Merci beaucoup. Mathéo, Oui. il y a une question de l'association Le Gabion. Oui. Quelle est votre relation avec la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques et votre formation est-elle reconnue par la MIC? Eh bien, oui,
Et totalement. J'ai oublié de le dire parce que le temps était peu, mais l'AMIC est un représentant institutionnel qui fait partie du jury de notre certification. Donc, l'AMIC est un des grands partenaires officiels à côté du syndicat des programmistes en architecture et en aménagement, est un grand partenaire de notre formation et siège donc préside le jury de notre certification, conduire la démarche de programmation urbaine. Je vous renvoie à une page dédiée qu'on a sur notre site sur la certification où on détaille aussi justement la composition du jury et la reconnaissance importante de la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques au sein qui a suivi le devenir de notre organisme de formation et qui le suit toujours donc en étant un peu une des grandes cautions institutionnelles de notre organisme de formation. Je ne sais pas si on a répondu à votre J'espère qu'on a question, répondu mais à on a votre eu aussi à question. travers les implications France Compétences, la DCF, qui soutient évidemment le syndicat de la programmation et le SINOV. Voilà, il y a un certain nombre de partenaires qui soutiennent évidemment cette formation et via le France Compétences, évidemment, le ministère du Travail également, bien sûr. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, on vous propose donc de clôturer ce webinaire. On en fera d'autres, hein, bien sûr, comme on en a Oui, déjà fait un en juillet ou en juin, je ne sais plus quand c'était. en juillet. En juillet, voilà. Et écoutez, on espère vous revoir, soit par la formation, soit pour d'autres événements comme celui d'aujourd'hui. Bonne bon après-midi. On est encore, Et bonne encore rentrée à toutes et à tous. très bien. Et, et à bientôt. À Merci beaucoup. bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.